Les chiffres évoluent à un rythme fulgurant, plus vite que prévu, puisque près de 60% de la population mondiale vit dans les villes. Elles accueillent chaque semaine 1 million d'habitants supplémentaires. On a toujours fait le conflit entre urbain et rural. Et les questions de changement climatique sont en train un peu d'enlever cette différence. Je ne parle même pas des zones rurales, parce que nos pays, on connaît la sécheresse et depuis les années 70, avec la crise du pétrole en 72, on a eu l'exode terrible parce qu'on a eu deux phénomènes conjugués. Et la pauvreté s'est installée et nos villes se sont, j'allais dire, urbanisées et mal urbanisées. Parce qu'en fait, ces populations n'ont pas trouvé leur place dans ces villes-là et ils ont occupé des zones non constructibles parce que inondables. Donc il faut maintenant, avec les enjeux de développement durable, connaître d'abord les paramètres du durable que sont le social, l'économie et l'environnement. Si on conjugue les trois là, nous pouvons espérer avoir un développement urbain durable. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les territoires urbains contribuent pour plus des 2/3 à la consommation mondiale d'énergie et pour plus de 70% aux émissions globales de carbone. Ça veut dire quoi? C'est le transport, c'est les bâtiments et c'est l'industrie. Mais les proportions ne sont pas les mêmes dans les pays développés que dans nos pays. Dans les pays développés, l'industrie a de l'importance parce que c'est des pays industriels. Nous, c'est l'inverse. Ici, on n'a pas beaucoup d'industrie. Là-bas aussi, c'est des pays industriels. Le transport prend de l'importance. Le bâtiment prend de l'importance. Mais néanmoins, le bâtiment a plus d'importance dans ces pays, surtout le parc existant. Mais dans nos pays, on considère que le bâtiment neuf est en pleine croissance. Et donc, c'est sur ça qu'il faut travailler. L'Europe a déjà stabilisé sa construction. Les constructions neuves représentent 1% du parc existant. Donc, ils ont beaucoup à réhabiliter l'existant. Mais nous, on a beaucoup à nous préoccuper du neuf. Et c'est dans le neuf qui est l'enjeu pour nos pays. Les mesures d'efficacité énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâtiment utilise de l'énergie dans tout le cycle de vie d'un ouvrage. Et quand on dit cycle de vie, c'est l'extraction de la matière première, l'approvisionnement des chantiers, la construction et même la démolition. Donc c'est ça le cycle de vie. Exactement. Et c'est dans ça, le cycle de vie, qu'on parle d'énergie. C'est dans ce cycle de vie qu'on parle d'émissions de carbone. L'État du Sénégal, avec la Côte d'Ivoire depuis 1996, avec l'aide du Fonds mondial de l'environnement et du PNUD, on a essayé de faire en sorte qu'on puisse réduire les consommations d'énergie, réduire les émissions à gaz à effet de serre. Mais cette démarche était axée sur une problématique de réglementation. De la même façon qu'on a réglementé le code de la route, on veut réglementer le code de la construction pour que dans le code, qu'il y ait des référentiels qui permettent à un architecte, un urbaniste, un concepteur de respecter une consommation d'énergie des bâtiments. Par exemple, on vous dira que de la même manière qu'un véhicule automobile consomme 10 litres au 100, c'est connu, mais de la même manière, on vous dira tel bâtiment, tel secteur doit consommer tant de kilowattheures par an. Donc, la réglementation est dans cette dynamique. Mais pour réglementer aussi, le préalable de la réglementation, c'est de normaliser les produits qu'on utilise dans les bâtiments. Le responsable de la formation au sein de l'Ordre des architectes, Malik Mbou, déplorait récemment dans une interview le non-recours aux architectes dans la plupart des conceptions de nos bâtiments. Mais l'autre question qui se pose aujourd'hui avec acuité au sein de nos États est liée à l'harmonisation des offres de formation. Le grand débat maintenant, c'est ce qui se dit au niveau de l'UEMOA, de faire l'intégration économique, de faire en sorte que les curricula soient les mêmes dans tous les pays. Les initiatives sont en cours, d'autres contestent ou acceptent que c'est une bonne chose, mais il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et il y a un besoin d'enseignement. Comme nous l'avons montré, il y a d'autres qui veulent être des architectes. C'est démontré parce que le peu d'écoles qui s'ouvrent actuellement, il y a un riche au niveau de l'enseignement. Aussi dans le cadre des cabinets d'architectes, nous actuellement on est en train de prendre de l'âge. Il faut rajeunir la profession et un déficit
criards d'architectes au niveau de l'administration. Globalement, l'administration sénégalaise n'a que 10 architectes. Comment voulez-vous que ce pays-là, globalement, 10 architectes dans l'administration? La deuxième université de Diamniadio a prévu une unité de recherche et de formation en architecture, urbanisme, aménagement du territoire. Donc ça, c'est une première réponse. Mais la question de fond, c'est une école d'architecture. Une école d'architecture n'a rien à voir avec une unité de formation dans une université. Si vous regardez les centres de recherche au Sénégal, on a des centres de recherche sur l'agriculture. Ça, c'est l'ISRA. On a des centres de recherche sur la médecine, c'est l'Institut Pasteur et les universités. Si vous regardez la recherche sur, par exemple, l'alimentation, c'est l'ITEA. Et vous ne pouvez pas me citer un centre de recherche sur la construction, à part le CEREC, qui a fait des expérimentations depuis l'époque coloniale. Mais encore une fois, les murs ne sont pas que le bâtiment. Il y a de grosses œuvres et le second œuvre qui sont les équipements que nous importons. Et là, on tombe sur ce pièce de la Chine, qui est moins cher, mais avec une qualité, j'allais dire, relative, où les gens vont jusqu'en Chine acheter des éléments pour venir les mettre au Sénégal, parce que justement, on n'a pas sous-tendu une recherche à ce niveau-là. Mais ça n'exclut pas que dans nos préoccupations d'économie d'énergie, qu'on puisse faire quand même des innovations. Si je vous disais par exemple que l'exemple de la fenêtre, une fenêtre, tout le monde sait à quoi ça sert. C'est se ventiler, s'éclairer, avoir de l'hygiène dans la maison. Mais si une fenêtre ouvrant à la sénégalaise, tout architecte sénégalais peut vous le dessiner, de la même manière qu'il y a des fenêtres ouvrant à l'italienne, il y a des fenêtres ouvrant à l'australienne, à l'américaine, j'en passe. Mais si vous le dites une fenêtre ouvrant à la sénégalaise, les gens vous disent à quoi ça ressemble. Tout simplement, c'est justement l'innovation que moi-même j'ai essayé de proposer, de la fenêtre ouvrant à la sénégalaise, mais c'est par rapport au type de fenêtre qu'on peut trouver au Sénégal, importées, c'est-à-dire des fenêtres ouvrant à la française qui se basculent sur le plan horizontal ou bien ouvrant à l'italienne qui se basculent sur le plan horizontal. Mais l'idée ici, c'est une fenêtre avec deux éléments et qui permet un peu de protéger les ouvertures par rapport au rayonnement solaire qui chauffe et bénéficier de la lumière diffuse pour éclairer par le bas. L'autre avantage, c'est qu'il peut être le support de panneaux solaires et qui permet d'alimenter la maison en énergie solaire. Okay? L'autre avantage aussi, c'est sa possibilité d'entretien. L'entretien veut dire que vous avez dans nos pays sahéliens beaucoup de vent de sable et de poussière. La poussière qui est posée là, de l'intérieur, on peut replier la fenêtre et puis le nettoyer de l'intérieur. Là, on est à l'intérieur et là, on peut nettoyer et après remettre la fenêtre en position de fermeture. Le développement urbain est désormais reconnu comme un enjeu majeur pour le développement durable de notre planète. Les villes continuent de croître. Et aujourd'hui, la grande question, c'est comment limiter notre empreinte sur l'environnement et améliorer la qualité de vie des populations.